Vendredi 24 juin 2016, c'est l'heure du journal Karim Wade. Les titres: Karim Wade est libre, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade a été gracié par le chef de l'État. Les Sénégalais se sont prononcés sur cette libération. Vous entendrez leurs avis dans ce journal. Le concours d'entrée au CESTI a démarré depuis hier. 161 candidats sont appelés à subir les épreuves de sélection pour accéder à l'école de journalisme. Et puis l'actualité internationale dominée par la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Tout à l'heure, Sorna Antania nous rejoindra sur ce plateau pour une analyse du Brexit. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous démarrons par cette information de dernière minute. Le tirage au sort pour la dernière phase de qualification au Mondial 2018 s'est effectué au Caire, en Égypte. Le Sénégal est logé dans la poule B avec l'Afrique du Sud, le Cap-Vert et le Burkina Faso. Comme je vous l'ai annoncé en ouverture, Karim Wade vient d'humer l'ère de la liberté. Hier, tard dans la nuit, l'ancien ministre a bénéficié d'une grâce présidentielle au même titre que ses co-détenus Ibrahim Abou Khalil dit Bibo Bourgi et Aline Samba Diassé. A noter que cette mesure dispense seulement les condamnés à subir la peine d'emprisonnement restant à courir. Condamné en avril 2013 par la Cour de répression de l'enrichissement illicite à une peine de 6 ans ferme, Karim Wade devra payer complètement l'amende de 138 milliards de francs CFA. Rétrospective sur le processus qui a conduit à la condamnation de Wade fils en avril 2013. Sani Moumissebo. Macky Sall et Karim Wade ont été proches, très proches. Combattu par Idrissa Seck en 2000 au lendemain de la victoire de Wade père, Macky n'avait que l'ex-détenu de Rebeuss comme allié. Grâce à son soutien, l'actuel président gravit rapidement les échelons. Conseiller d'Abdoulaye Wade, ministre de l'énergie et ministre d'État, c'était l'entente parfaite entre les deux hommes. On les a vus ensemble faire la médiation dans la crise entre l'État du Sénégal et la firme Coca-Cola en janvier 2001. Mais en 2007, le vent tourne. Président de l'Assemblée, Macky Sall cherche à convoquer Karim Wade. Il veut que son institution l'écoute au sujet des travaux de l'organisation de la conférence islamique. En novembre 2008, c'est la rupture. Macky quitte le PDS. Il devient opposant, mais respectueux de la famille Wade. En 2012, c'est l'escalade. Élu suite à l'échec d'un projet de révision de la Constitution qui prévoyait un poste de vice-président pour l'ancien ministre du Ciel et de la Terre, Macky Sall fait poursuivre son ancien compagnon pour enrichissement illicite. Karim est jeté en prison. Au terme d'une procédure judiciaire controversée, la CREI condamne en mars 2015 le fils de l'ancien président à 6 ans de prison ferme et une amende de 138 milliards. Le Qatar s'invite en avril 2016 dans la danse. Début juin, Macky Sall laisse fuiter dans une interview à RFI la possibilité de libérer Karim Wade. On est alors au plus fort du dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Le coup de fil à Wade père quelques jours plus tard, pour ses 90 ans, a fini de convaincre l'opinion sur la certitude de cette libération. Au petit matin de ce 24 juin, la présidence de la République annonce dans un communiqué laconique la mise en liberté du détenu le plus célèbre du Sénégal. Reste que Karim Wade n'est pas blanchi et ne pourra sûrement pas affronter. La libération de Karim Wade cette nuit a suscité de nombreuses réactions au sein des populations favorables, mitigées ou contre. Quelques citoyens se sont prononcés ce matin, suivons-les, sur des propos recueillis par Diane Rosette Amoussou et Sani Sebo. Karim Wade, ça ne devrait pas se passer comme ça. De mon point de vue, d'après tout ce que le gouvernement a dit sur Karim Wade, c'est très facile qu'il soit aujourd'hui libre comme ça. Le gouvernement a trompé le peuple sénégalais. C'était juste des vengeances politiques. J'ai toujours dit que salle de détention n'était pas normale, c'était arbitraire. Parce qu'il n'était pas le seul à être convoqué par la CREI. Ils étaient tout au départ plus de 25, comme je l'ai entendu. Mais comme il était le seul à être retenu, j'ai trouvé que ce n'était pas normal. Voilà, je pense que c'est une bonne chose vu la situation actuelle du pays. Et c'est un débat qui animait le Sénégal depuis fort longtemps. Et aujourd'hui, on a vraiment une élucidation par rapport à ce problème. En fait, je n'en pense rien de mauvais là-dessus parce que si en fait c'est la réalité,
Donc peut-être ils l'ont trouvé innocent, donc c'est vraiment normal de le libérer s'il est normalement innocent, quoi. Mais en cas contraire, en fait, je pense qu'il doit assumer aussi, quoi. Normal. Karim Wade est un citoyen comme tous les autres citoyens et je pense que c'est normal. Sous l'angle de la religion, c'est le moment de pardonner si on est offensé, certes. Sous l'angle de la loi, j'espère que c'est des prérogatives du président de la République. Maintenant, sous l'angle peut-être de la jurisprudence ou bien de la vie sociétale, il y a des questions quand même, des interrogations à... Le groupe Atos va rénover le lycée Mariama Ba de Gorée. C'est une annonce faite hier par le directeur général de la Société européenne Thierry Breton lors de la cérémonie d'inauguration du grand train numérique de service Atos pour l'Afrique de l'Ouest. L'objectif est d'encourager les pensionnaires à s'investir dans les filières scientifiques. Le concours d'entrée au CESTI a démarré depuis hier et se poursuit. 161 candidats planchent pour valider leur billet d'entrée dans cette école de journalisme. Aucun incident n'a été signalé dans l'organisation de ce concours. Reportage Dieudonné Abimbola et Robert Adé. 1 millier de candidats au départ, c'est finalement 146 qui sont retenus pour le concours proprement dit. 95 pour le niveau bac et 51 pour la licence. Presque tous les locaux du CESTI sont occupés par les candidats. Toutes les dispositions sont prises pour le déroulement et l'aboutissement sans faille des épreuves. Dans l'ensemble, nous l'avons bien organisé. Nous avons tiré les épreuves, nous avons organisé les salles et nous avons démarré à l'heure. Hier, les candidats ont planché en dissertation et en questions d'actualité. À en croire certains d'entre eux, aujourd'hui, la journée ne semble pas rose avec la contraction de tests et la synthèse de déperche. Bon, j'apprécie bien l'organisation. Quant au concours, hier c'était abordable. Mais aujourd'hui, contraction de texte, c'était un peu difficile, quoi. Mais on reste optimiste. Depuis hier, j'ai senti que les épreuves ont été très abordables. Malheureusement, aujourd'hui, avec la synthèse de dépêche, bon, j'ai pas pu réviser la méthodologie, mais quand même, j'ai fait ce qu'il fallait. En plus des candidats sénégalais présélectionnés, s'ajoute une dizaine d'autres candidats de nationalités différentes. Des 161 candidats, combien seront finalement retenus? Je ne pourrais pas répondre à cette question parce qu'il faut que le comité pédagogique se réunisse d'abord et qu'on apprécie les résultats. Il ne faut pas oublier aussi que nous avons l'habitude d'organiser le concours dans les autres pays, au Bénin. Peut-être que nous irons cette année en Guinée, au Mali aussi. Dans sa mission de former des journalistes et techniciens de qualité, le CESTI veille toujours à garder le palmarès de la transparence. Nous avons été rigoureux depuis que nous sommes là et nous allons continuer à travailler dans la rigueur et dans la transparence. Vous voyez, les feuilles d'examen, c'est des feuilles qui portent des en-têtes. Donc quand ils auront fini de composer, je vais mettre des numéros fictifs à toutes les copies d'examen avant de remettre au correcteur. Et nous délibérons sous anonymat. Le concours prend fin demain avec la troisième étape qu'est l'entretien avec le jury. Les résultats définitifs sont attendus avant la fin de cette année universitaire. Tout de suite, le dossier de la rédaction, direction commune de Kaymor, une localité située dans le département de Nioro. Les marchés hebdomadaires se développent de plus en plus dans le Sénégal profond. Ces lieux de rencontres et d'échanges sont désormais incontournables pour les populations rurales. Nos reporters Abdourahmane Diallo et Mansour Ba nous amènent aujourd'hui à la découverte du Loum de Kaymor, commune située dans le département de Nioro-du-Rip. On se croirait dans un grand marché de Dakar et pourtant non, on est à plus de 250 km de la capitale sénégalaise.
Nous sommes au Louma, le marché hebdomadaire de Kaymor, lieu de rencontre de personnes venant de toutes les localités environnantes. Les villages qui participent, ça est au nombre de 23, et aussi les autres communes. Si vous voulez aussi, je vais vous énumérer donc quelques villages. La commune de Kaymor, chef-lieu de la commune, il y a aussi le village de Kissé, le village de Sonkorong, il y a aussi Kerbakari, Kissé Kaymor, et j'en passe. Initialement situé à l'intérieur du village, le marché se trouve aujourd'hui juste à l'entrée. On y trouve différents produits, des légumes, des articles manufacturés tels que les tissus, du savon, des chaussures, etc. Les commerçants rencontrés sur place ont des avis divers sur leur activité. On remercie le bon Dieu vraiment, mais franchement, ces temps-ci, il n'y a pas d'argent. On a eu la saison des pluies qui continue de nous affecter. Mais malgré tout, on remercie Dieu quand même. Le problème du marché actuellement, c'est la route. Si la saison des pluies arrive, nous ne pouvons pas acheminer beaucoup de produits vers le marché. Il y a aussi le fait que beaucoup de commerçants ne savent pas où s'installer. Nous rendons grâce à Dieu. Les choses marchent plutôt bien, mais toute forme d'assistance est la bienvenue. Malgré quelques manques de produits vivriers, on note une satisfaction générale chez ses clients. Le marché est bien animé. L'offre est là. Nous venons pour acheter des condiments. Et on aimerait bien que le marché soit plus approvisionné pour qu'on puisse avoir tout ce dont nous avons besoin. Ce marché constitue une importante source de revenus pour la commune de Kaymor. C'est rentable dans la commune parce que ça permet donc à la commune de vivre d'une manière générale à travers le collecteur. Hormis donc le marché, donc ça aurait été très difficile pour la commune donc de payer ses employés. Donc c'est très utile dans la commune, c'est très utile aussi au niveau donc des populations. À côté de ce marché hebdomadaire qui se tient chaque mardi, les femmes du village de Kaymor se retrouvent ici quotidiennement pour vendre des condiments. Regroupant au total 23 villages, la commune de Dabali peine à assumer ses nouvelles fonctions découlant de l'acte 3 de la décentralisation. Le point avec Diane Rosette Amoussou. Dabali, une nouvelle commune rurale, fruit de l'acte 3 de la décentralisation. Mais elle ne dispose pas encore de tous les attributs dignes d'une collectivité territoriale. C'est ma commune qui a été érigée en commune en 2010, dernier découpage. Donc après 2014 commune, une commune encore que vraiment qui ne dispose pas d'énormes ressources parce qu'on a découpé comme ça. Il n'y a pas de marché. Les finances de la commune ne sont pas encore à même de satisfaire tous les besoins des populations. La mairie n'a pas trop d'argent. On ne compte que sur les taxes rurales. On n'a pas d'autres ressources. Les taxes rurales, certains paient, d'autres ne paient pas. Non, les fonds de concours ne peuvent rien faire. Un fonds de concours de 12 millions. Ça ne peut rien faire. À la place d'une commune, comme je vous l'ai dit, à 60 millions. Si on nous avait allé 50 millions, 60 millions, 40 millions au moins, là on pourrait construire un poste parce que nous avons un problème de santé. Toute la commune, les 22 villages compris, il n'y a qu'un seul poste de santé. Autre problème crucial, le manque d'infrastructures. Les locaux qui accueillent l'hôtel communautaire lui-même ne présentent pas un grand confort. Le maire et son équipe occupent l'ancienne chambre d'agriculture du village qu'ils ont clôturée à leurs frais. À ce propos, le maire a adressé une demande au ministre de la Gouvernance pour la construction d'un hôtel communautaire. Malgré ces irrégularités, les populations se satisfont tout de même des nouvelles facilités administratives qu'elles ont grâce au nouveau statut de Dabali. La commune a vraiment changé. On peut désormais obtenir des papiers administratifs plus facilement. On peut tout avoir ici désormais. Mais cela n'empêche pas les habitants d'être confrontés à plusieurs difficultés. La commune de Dabali n'a pas d'électricité. Si on en avait, toutes les femmes auraient pu travailler.
On n'a pas non plus de route. En raison des pluies, on fait face à d'importantes inondations. On n'a pas une bonne eau. On fait énormément d'efforts pour avoir de l'eau. Censé élever toutes les communes du Sénégal à une égale dignité, l'acte 3 de la décentralisation demeure pour le maire de Dabali et ses populations une Les Britanniques disent adieu à l'Union européenne au coup de coude jusqu'au bout. Dans les sondages, les partisans du Brexit ont fini par s'imposer. Une victoire qui a profondément ébranlé les marchés financiers et suscité de nombreuses réactions au sein du Royaume-Uni, mais aussi à travers l'Europe. Le récit d'Abdourahmane Diallo. Coup de massue au sein de l'Union européenne, les Britanniques ont tranché. Le Royaume-Uni quitte le club des 28. Le candidat oui favorable au Brexit a remporté le référendum de ce jeudi 23 juin 2016 avec 51,9% des voix contre 48,1% pour le camp pro-européen. Cette victoire est essentiellement celle de cet homme, Nigel Farage. C'est une victoire pour les gens normaux, les gens honnêtes. C'est une victoire contre les grosses banques, contre le gros business, contre la grosse politique. L'Union européenne tombe, l'Union européenne meurt. J'espère que nous ne sommes que les premiers à faire tomber les murs. J'espère que c'est un premier pas vers l'Europe des nations souveraines. Du nord au sud, c'est une explosion de joie pour les partisans du Brexit. Par contre, pour les partisans de l'Europe, essentiellement les jeunes, c'est la déception totale. C'est un désastre, très déçu, je pense que c'est une erreur. Ça ne m'intéressait pas beaucoup jusqu'à maintenant, je pensais qu'il resterait. Je suis sous le choc ce matin. Les électeurs n'ont pas compris pourquoi ils votaient, toutes les implications que ça aurait. Donc très déçu de ce qui s'est passé cette nuit. Ce résultat est lourd de conséquences. Sur le plan économique, par exemple, c'est la panique totale au niveau des places boursières mondiales. Ce fut la douche froide au réveil. Les investisseurs, évidemment, face à la perspective d'un Brexit, ont cherché à vendre au maximum, ce qui explique la forte chute des places financières. On est dans un mouvement de panique qui, s'il n'est pas endigué, peut se transformer en crise financière. Du côté de Bruxelles, cela est ressenti comme un coup de tonnerre. C'est une journée dramatique et triste. Nous avons préparé les deux différentes options, rester ou sortir. Ça veut dire, pour moi et pour mes collègues ici, on a soigneusement préparé aussi cette option que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne. Ce n'est pas une journée encourageante, surtout pas pour la Grande-Bretagne, parce que regardez les événements sur les marchés financiers actuellement, le livre sur le plus bas niveau depuis 1985. Je ne veux pas que l'euro a le même sort. Une nouvelle période de l'Europe s'ouvre et le Royaume-Uni devra passer par de longues et compliquées négociations pour établir de nouveaux accords d'échange avec l'Union européenne. C'est fait, le Royaume-Uni est officiellement sorti de l'Union européenne à l'issue du référendum d'hier. Le candidat conduit par David Cameron, a perdu la bataille avec 48% des voix contre 51% pour celui du oui. Sona Antania, bonsoir. Bonsoir, Pera Mathieu. Après le vote pour sa sortie de l'Union européenne, quelles peuvent être les conséquences pour le Royaume-Uni? Le Royaume-Uni n'est pas aussi unique que ça, Pera Mathieu, car si l'Angleterre et le Pays de Galles ont été favorables au Brexit, l'Écosse, l'Irlande du Nord ainsi que les grandes villes anglaises comme Londres et Manchester voulaient rester dans l'Europe. Pour répondre à ta question, la conséquence sera d'abord institutionnelle dans la mesure où la première ministre écossaise a annoncé le ton ce matin. Son pays restera dans l'Europe. Alors, un référendum peut en cacher un autre, surtout que l'Écosse a voté à hauteur de 60% pour rester dans l'Europe. Par conséquent, c'est plus de 300 ans de compagnonnage qui risquent de se terminer. Et sur le plan économique, à quoi peut-on s'attendre? Les conséquences économiques, elles, sont déjà visibles avec la panique sur les marchés financiers, la chute des bourses, la baisse du livre sterling et de plus de 11% pour la première fois depuis 1985. Espérons seulement que ce soit une baisse à court terme,
Parce que si cela persiste, la Grande-Bretagne court tout droit vers une crise économique et l'Europe avec elle. Justement, quelles sont les conséquences sur les désormais 27? L'Europe va être privée d'un contributeur majeur à son budget, de quoi laisser craindre une augmentation des contributions pour l'Allemagne et la France, ou une réduction drastique des dépenses. La procédure de divorce ainsi enclenchée donnera lieu inéluctablement à une instabilité car la Grande-Bretagne a montré la voie aux pays scandinaves, la Suède, le Danemark et la Finlande qui contribuent pour beaucoup dans l'Union européenne, mais ne gagnent pas beaucoup en retour. Pour preuve, en 2015, la Suède a accueilli environ 160 000 demandeurs d'asile. Elle fait donc partie des pays ayant reçu le plus grand nombre de réfugiés proportionnellement à sa population, ce qui n'est pas du goût des Suédois, comme en attestent les sondages d'opinion. Des mesures devront être prises pour une Europe à 27, mais les plus pessimistes prévoient déjà la fin de l'Europe. Merci Sorna Antandiaye pour cette analyse. Les affiches des huitièmes de finale de l'Euro sont connues. Les favoris n'ont pas beaucoup impressionné au premier tour. Les surprises sont la Croatie et les Pays de Galles. Retour sur la première partie de l'Euro, marquée également par les affrontements entre supporters et adversaires. Elimandao. Plus marquant du début de l'Euro 2016 en France. Des affrontements, parfois sanglants. Heureusement que sur le terrain, on a pu profiter de meilleurs spectacles. La moyenne de buts est tout de même très faible dans ces phases poules avec seulement 1,72 buts par match. Lors de la dernière édition de l'Euro, elle était de 2,45 buts par match. Les principaux favoris ont assuré leur qualification, mais n'ont pas encore convaincu. La France, avec 7 points, est première de sa poule, mais montre encore des lacunes sur le plan offensif. L'Espagne, la championne en titre, après de premières sorties victorieuses, a essuyé une défaite face à la Croatie lors de la 3e journée. L'Allemagne a montré un meilleur visage, avec un collectif et une solidité défensive imperméable jusqu'ici. L'Italie, elle, a assuré sa qualification et sa première place dès les 2 premiers matchs. Le Portugal, de son côté, se cherche encore, même si son triple ballon d'or Cristiano Ronaldo a pu ouvrir son contre-but avec un doublé face à la Hongrie. Il devient le seul joueur de l'histoire de l'Euro à marquer durant 4 éditions consécutives. Zlatan Ibrahimovic, lui, quitte l'Euro avec la Suède par la petite porte, avec une élimination dès le premier tour. L'équipe la plus en forme dans cet Euro est un outsider, la Croatie, tombeur de l'Espagne à la 3e journée. Amenée par ses stars Luka Modric, Ivan Rakitic et Ivan Perisic, les hommes d'Ante Katic ont montré un visage séduisant et seront à surveiller pendant les phases à élimination directe. Autre surprise, le pays de Galles de Gareth Bale, la star du Real Madrid, meilleur buteur de la compétition avec 3 buts ex aequo avec Alvaro Morata, a été la locomotive de son équipe qui participe pour la première fois de son histoire à l'Euro. Cet Euro 2016 qui regroupe 24 équipes, 8 de plus que l'édition précédente, est peut-être parti pour être l'Euro des surprises. Un gros cylindre va déjà quitter la compétition. L'un des 2 finalistes de la dernière édition, l'Italie ou l'Espagne qui s'affrontent lundi au Stade de France. Le premier big match de cet Euro, le match de tous les dangers. Avant de clore cette édition, nous allons faire le point sur l'apparition des journaux d'aujourd'hui. La revue de presse est signée Zona Souloubani Bassène. La libération de Karim Wade à la manchette de tous les journaux de ce vendredi 24 juin. Karim libre aujourd'hui, pointe le quotidien à sa page 1. Condamné à 6 ans de prison ferme, Macky Sall gracie Karim Wade pour des raisons humanitaires, poursuit le quotidien à sa page 11. Karim libre, s'exclame l'enquête. Une libération loin d'être du hasard, car pendant que les Sénégalais commémorent la révolte de 23 juin, le président de la République, par le décret 2016-880 du 24 juin 2016, a gracié Karim Wade. Tout un symbole, commente toujours l'enquête à sa page 3. Oui, Karim sort de cette prison et du pays, renchérit le populaire. Pourtant, le fils de l'ancien chef de l'État ne voulait pas apposer sa signature sur l'acte de sortie évoquant la décision du groupe consultatif des Nations Unies qui, il y a quelques mois, jugeait sa détention arbitraire. Et malheureusement, les autorités gouvernementales sont restées fermes contre sa demande, ajoute le populaire à sa page 5. De toute façon, il fallait s'y attendre. Hier déjà, le président de la Cour suprême refusait de s'y prononcer. C'est une affaire dans laquelle la justice a fini de faire son travail, mentionne-t-il dans le quotidien à sa page 2. En tout cas, le chef de l'État fait savoir à la page 5 de l'Observateur que s'il libère Karim Wade, c'est pour des raisons humanitaires. Des arguments qui sont loin de convaincre Boubacar Diop et ses camarades de la jeunesse pour la démocratie et le socialisme. Car estime-t-il que cette libération est un acte de faiblesse, de peur, de culpabilité de l'actuel régime. Cependant,
La veille seulement, la veille, à l'occasion d'un point de presse commémorant le 23 juin, Fadel Barro déclare que la grâce est la cerise sur le gâteau qui montre que Macky Sall et son régime n'ont jamais été intéressés par la traque des biens mal acquis. Sinon, combien sont-ils à être cités sur une liste et qui aujourd'hui ne sont pas jugés? Une position largement partagée par Alioune Tine, présent d'ailleurs à la cérémonie. Par ailleurs, du côté des socialistes, Ousmane Tanordien et Khalifa Sall ne partagent pas la même vision entre la volonté du secrétaire général de s'accrocher derrière le président Sall et celle du maire de Dakar de se départir de l'exécutif. L'affrontement des deux hommes atterrit à la division des investigations criminelles. Le mouvement des élèves étudiants socialistes exige que la lumière soit faite sur cette question et son secrétaire général de déclarer dans Le Populaire « Nous avons été les premières victimes des manœuvres que Barthélémy Diaz considère comme une liquidation politique de Khalifa Sall. Ce serait dommage et regrettable de voir que pour le plaisir d'une soi-disant coalition qui n'existe que de nom, qu'on veuille mettre des camarades socialistes en prison, fustige le maire de Sacré-Cœur. Bonne lecture. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé. Rendez-vous lundi prochain pour une autre grande édition. Vous serez en compagnie de Dieudonné Abimbola.